À quoi reconnaît-on un anarchiste, qu'il soit de droite ou de gauche? Déjà, à ce que souvent il est l'un et l'autre alternativement et parfois en même temps, comme Gustave qui sera passé par toutes les couleurs politiques dans son existence. Mais surtout, les anarchistes ne croient pas vraiment qu'ils vont construire quelque chose, un système, car ce sont de mauvais architectes, alors qu'ils sont extrêmement forts, au contraire, pour mettre en lumière les défauts des constructions d'autrui, les paradoxes, les absurdités, etc. Et là, j'ai un exemple à vous décrire qui ferait une excellente scène de film. C'était un dimanche après-midi et le café le dimanche est fermé pour raison familiale, donc les gens ont tendance à se rabattre sur le coin de la place de l'église où il y a des bancs, il y a ma courte terrasse, des platanes, la fontaine et surtout il y a deux stèles assez hautes, 2 mètres, métalliques, qui propose, dans une chasse de verre et d'émail, des explications sur l'histoire du village, sur la lutte entre catholiques et protestants, et puis des photos du passé prises en 1896 sur les lieux où se trouvent plantées chacune des stèles. Il y en a une à l'église, donc, et une juste devant chez moi, mais la chose amusante, c'est que Gustave les a piégées à l'intention des randonneurs qui sont assez nombreux chez nous dès qu'il fait beau. Et d'abord, je vais vous dire qui était là. Il y avait sur ma terrasse ou en face l'instituteur autour de la fontaine, Léon, l'abonné au monde, Vladimir, Gustave, l'infirmière, sa copine Christiane, la psychiatre, et puis Giuseppe, le veuf italien, là. Et puis un peu plus loin, il y avait une dame qui venait de fermer l'église et où il n'y avait pas eu de messe comme d'habitude, et puis une amie de cette dernière, masquée par 28 degrés, et donc il y avait aussi 4 randonneurs, masqués aussi, mauvais point, déjà, entre 55 et 60 ans, qui sont passés devant nous à 3 mètres pour aller lire le panneau explicatif, émaillé, intitulé Moment d'histoire de Campagnole. Et sur la photo principale, on voyait une véritable foule villageoise en sabots à la fin du siècle dernier, qui posait à l'endroit même où la photo était affichée, là, sous des enseignes peintes aujourd'hui disparues ou effacées, estompées. Il y avait un maréchal Ferrand, sont habillés de cuir, des enfants en chemise blanche, des femmes habillées comme Madame Bovary, et soudain, sous l'œil de Gustave assez malicieux, nous avons vu nos 4 promeneurs se pencher vers la légende de la photo, se redresser, se retourner un peu offensés, et filer vers l'église où, hélas pour eux, les attendait un autre panneau avec une autre légende qui les a fait se retourner encore plus vivement vers nous. L'un d'eux, beau joueur, qui ne faisait pas vraiment partie de ce groupe de randonneurs, est venu nous voir. Il a expliqué, pour ceux qui n'étaient pas au courant, à la psychiatre notamment, que ces panneaux avaient été garnis par Gustave de quelques phrases additionnelles imprimées sur un plastique noir pour ressembler à l'original émaillé. Et Gustave y rajoutait sa petite prose le dimanche après-midi, là, sous le baratin historique officiel. Et ces phrases disaient par exemple, sur le panneau le plus proche de chez moi, derrière vous se trouvent les descendants de cette humanité rurale à qui vous n'avez pas dit bonjour en passant et à qui vous n'adresserez sans doute pas la parole avant de partir, puisque vous préférez lire un paragraphe écrit par le Conseil général. Et sur le panneau de l'église, il y avait écrit toujours selon le même principe, un additif sur fond noir composé dans le même corps d'imprimerie et dans les mêmes couleurs, une petite plaque accrochée par un velcro. Cette église qui rassemblait autrefois des gens de tous les hameaux est pratiquement désaffectée aujourd'hui. La personne qui s'en occupe refuse les chorales, les concerts, les réunions, les prêches du mardi après-midi. Les rares paroissiens de Campagnole prennent leur voiture pour aller à 30 km et ne visitent le chef-lieu que 2 fois par an. En une seule génération, des catholiques locaux auront donc tué ce lieu de culte, non par défaut de prêtre, mais par défaut d'âme. Et si vous n'avez salué personne sur cette place en arrivant, vous n'avez pas d'âme non plus. Ne vous étonnez donc pas que le village ait perdu la sienne. Là, j'ai dit à Gustave, tu aurais dû ajouter, et si vous avez un masque en plein air, c'est encore pire. Donc, une seule personne est venue nous voir à ce sujet, un type assez gentil, qui nous a dit, je fais la route de Compostelle. Mais assez paresseusement, ma femme conduit le camping-car, mais j'aime bien ça, ça me permet de rencontrer des gens comme vous. Alors, il portait, lui, son masque au cou, sous un collier de barbe grise, et il avait son portable à la ceinture, un portable d'il y a 15 ans, à clapper. C'était un ancien professeur de musique, ce type, ils avaient perdu leur fils unique, récemment, 50 ans, célibataire, non de la fameuse maladie dont on ne pouvait plus dire le nom, mais du vaccin lui-même. Il avait carrément succombé à la 2e injection, crise cardiaque, et il était assez pieux, le père, je veux dire, et il a commencé à parler de l'harmonium qu'on voyait à droite du chœur sous une couverture. Léon lui a dit il est cassé, et j'ai raconté que Léon jouait très bien de l'orgue, mais que la personne en charge de l'église
et je lui ai désigné cette femme derrière la fontaine, là, trouvait que la musique dans une église, c'était trop. Gustave a dit, c'est terrible quand même, ces catholiques de gauche qui ont tout fait pour détruire le sentiment religieux. Moi, la plupart de mes amis, plus ou moins mécréants ou agnostiques, en tout cas, me disent, autrefois dans les églises, on voyait des jolis tableaux, on entendait une jolie musique, la moitié des gens étaient là pour se laisser séduire en quelque sorte par l'idée de Dieu, rien qu'en écoutant un air de Bach, mais apparemment c'est une époque révolue. À noter que cette digression soudaine sur la religion sinistrée avait pour premier objet d'écarter le sujet tabou des 2 injections qui avaient tué son fils, cet hôte-là d'une crise cardiaque, mais qu'on est revenu quand même au sujet à cause de l'abonné au monde qui a dit « Non, non, désolé, je ne peux pas laisser dire une chose pareille ». Et là, Gustave a dit au père en deuil « Ne faites pas attention, nous avons ici un spécimen de gros stalinien de la pensée sanitaire qui pense qu'on va pouvoir cacher longtemps que l'obligation en la matière est un crime, puisqu'il y a des gens comme votre fils chez qui ça s'est mal passé, et on va finir par le savoir un peu partout. » Et là, le type, vraiment très gentil, très éloigné en tout cas de toute polémique, a répondu « Mais moi je n'en veux à personne, hein. Il est possible que l'heure de mon fils avait réellement sonné ce jour-là. Il avait d'ailleurs un pressentiment, mais sa belle-mère lui avait dit comment ça, vous n'y êtes pas allé ?» Et alors il y est allé, et c'est 10 jours après la 2e injection qu'il a fait un infarctus. Alors vous allez me dire, il l'aurait fait quand même, et moi je vous dis non, je suis à peu près certain du contraire. D'ailleurs, son cas est tellement représentatif qu'il fait l'objet d'une étude en ce moment plus approfondie. Et là, l'abonné au monde, sur le ton de suspicion insupportable dont nous avons l'habitude, a demandé représentatif de quoi? Et c'est Gustave qui a répondu d'un désir de masquer les conséquences d'une campagne délirante au terme de laquelle les gens sont incités à y aller, même quand ils ne le sentent pas. Et la Christiane est intervenue en tant que psychiatre, elle a dit c'est très anormal en effet ce qu'ils font aux gens, il y a une forte composante psychologique dans tout ça, tu culpabilises d'abord les gens qui n'ont pas envie d'y aller en leur disant qu'ils représentent un danger pour leurs proches, ce qui n'est pas du tout vrai, parce qu'il n'y a pas de transmission sans symptômes, et que la transmission asymptomatique est une blague complète. Ensuite, tu les culpabilises quand ils y sont allés, parce qu'ils s'en veulent de ne pas avoir eu la force de dire non. Généralement, ils sont morts de trouille après l'injection, parce qu'ils sentent qu'ils ont eu une faiblesse de santé quelque part, ignorée, qui va mal réagir avec l'injection. Du coup, ils précipitent la réaction. L'abonné au monde a dit, mais tout ça, c'est des théories. Et Christiane a proposé au monsieur de relever son numéro de téléphone et de l'appeler quand elle sera rentrée au bureau, car elle faisait partie d'une association de médecins qui luttait contre tout ça et qui ramassait les cas de ce genre. Là encore, l'abonné au monde, qui avait vraiment le ton d'un traître dans un film sur l'occupation, a voulu savoir ce qu'on entendait par tout ça. Et là, comme à son habitude, Vladimir a commencé à rouler les épaules vers lui en racontant tout ce qui s'annonce comme action juridique contre les gens qui nous ont menés au bord de la catastrophe. Et ça commence dans peu de temps, a-t-il dit. Il y a un collectif d'avocats allemands qui est décidé à faire la lumière sur la conjuration internationale du Covid. Et en parlant, Vladimir a pratiquement affecté de ne pas voir en même temps ce que passait à ce moment-là dans sa camionnette noire un personnage du village assez détestable, un moustachu à grandes épaules qui s'appelle Franck, un jeune retraité de la police qui n'aimait personne, qui n'aime personne et que personne n'aime. C'est dommage, a dit Gustave, tu regardais ailleurs, mais il y avait ton copain là qui passait dans son fourgon. C'est en manière de plaisanterie. Vladimir n'a même pas relevé, mais Christiane a suivi Gustave, ou a prolongé ce qu'il disait, en grande psychologue. Elle a dit, oui, j'ai remarqué ça, j'ai très bien connu la sœur de ce Franck qui est morte maintenant, et donc j'ai vu comment il évoluait. C'est un malade ce type évidemment. Tu observeras qu'il fait semblant de n'avoir pas vu Vladimir lui non plus, et que Vladimir, quand il le croise dans la rue, fait aussi semblant de ne pas l'avoir vu. Tu vois, là, typiquement, le comportement de 2 chiens dominants qui, lorsqu'ils se croisent dans une ruelle étroite, préfèrent regarder le mur, chacun de leur côté, parce que si leurs regards se rencontraient, ils se sentiraient obligés de se battre. Et Vladimir a précisé, oui, je me sentirais obligé de lui foutre une raclée, c'est ça la vérité. Mais la conversation avait déjà rebondi ailleurs sur ce qu'il avait dit tout à l'heure au sujet des actions juridiques en cours, des actions lancées à Berlin avec le concours de 1000 avocats et destinées à prouver que la mise à genoux des économies, l'euthanasie des vieux, l'interdiction du traitement par les médecins de famille, la promotion de la vaccination comme seul remède, tout ça c'était entièrement délibéré, planifié, et naturellement tout le monde s'est tourné vers Léon à ce moment-là, dont on soupçonnait comme toujours qu'il détenait les clés des événements futurs. Mais comme d'habitude, il nous a dit, vous avez les clés, vous les avez comme moi. Les gens qui ont monté ce cirque épouvantable qu'on peut appeler économique et social autour d'un virus en plus apparemment créé de toutes pièces,
sont allés beaucoup trop vite en besogne et ils ont négligé plein de choses au passage. Par exemple, on voit très bien en ce moment que le discours européen sur la question, le pass sanitaire, etc., euh, un truc quand même complètement stalinien, eh bien ce discours est lâché, abandonné, trahi en quelque sorte par ceux qui l'ont inspiré au début, à savoir les Américains. Une fois de plus, les Américains sont à l'origine d'un excès qu'ils corrigent avant les autres, puisqu'une majorité d'États américains n'impose plus rien en ce moment, ni masque, ni couvre-feu, ni quoi que ce soit. Du coup, vous avez les Macron et compagnie qui sont complètement en pointe sur le sujet, en porte-à-faux en tout cas. Ils se retrouvent à découvert sur le front de l'intransigeance. Ils commencent à comprendre qu'une obligation de se faire injecter une substance non encore certifiée était illégale par nature, et que maintenant c'est trop tard, ils ont lancé l'idée, il faut qu'ils assument. Et là, l'abonné au Monde a dit, mais il n'y a pas d'obligation, contrairement à ce que tout le monde dit, à ce que tu dis, c'est un mensonge. Permettez-moi de vous dire, a répondu le monsieur, toujours aussi patiemment, dont le fils était mort, que dans le cas de mon fils, il le percevait en tout cas comme une obligation à cause de tout ce qu'on lui avait dit dans son milieu professionnel. Il était ambulancier, et sa belle famille lui serinait qu'il fallait y aller. Donc, s'il n'y a pas d'obligation formelle, je veux bien le croire, mais dans ce cas, il ne faut pas dire le contraire sans arrêt, comme l'ont fait toutes les télés, ou laisser entendre qu'elle va être, cette obligation, décrétée bientôt, même pour les enfants, surtout si elle était illégale jusqu'en 2023, puisqu'il s'agit encore d'un protocole expérimental. Elle va être abandonnée, dit Léon, cet été, nous allons assister à tous les psychodrames en même temps, vous allez voir. Gustave a expliqué aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle là, que Léon était le devin du village. Et Léon a corrigé immédiatement en disant « Il m'arrive de sentir des choses, mais la plupart du temps, vous savez, comme à présent, je me contente de réunir des choses que j'ai vues passer dans les journaux. Mon seul secret, c'est presque une maladie mentale, c'est que je retiens tout ce qui passe en faisant des liens au passage. Ma mémoire est monstrueuse, dévorante, je fais les liens après. Donc la moitié de mon intuition vient de ma mémoire, qui est excessive. » Par exemple, j'ai le souvenir d'avoir lu plein de choses récemment sur les écoutes téléphoniques américaines. Il paraît que Merkel, Macron, etc., tous ces gens sont écoutés sans arrêt par l'Amérique. Et là, l'abonné au Monde qui faisait toujours ça a dit « Mais il n'y a rien de nouveau, tout le monde le sait. » Mais attends, a dit Léon, je n'ai pas dit que tout le monde ne le savait pas. J'ai dit que depuis 2 semaines, il n'est question que de ça dans la presse. Nous sommes sous l'œil du Big Brother américain qui sait tout de nous, etc. Et là, tu te demandes pourquoi tant de battage à ce sujet. Eh bien, je vais te dire, c'est pour faire peur à nos dirigeants sur le ton, on sait des choses que vos populations n'aimeraient pas du tout entendre. En gros, vous allez faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous tient par les écoutes. D'ailleurs, je ne m'explique pas autrement l'attitude du pape, a dit Léon, qui est devenu quasiment inexistant, incapable de plaider la cause des gens appauvris, trop prompt à vanter les mérites du vaccin. Quelqu'un le tient par quelque chose, a dit Léon, et moi, Gustave, je sais qui et par quoi. Et là encore, l'abonné au Monde a cru intelligent de revenir à son thème favori, qui était « Mon pauvre Léon, comme tous les devins, tu nous annonces des choses que tout le monde connaît ». Et là, Léon a prévenu cette critique en disant « Le problème avec notre Macron, là, c'est qu'en privé et en coulisses, il profère des choses inadmissibles pour les masses. » Pas qu'en privé, a dit Gustave. Non, non, pas qu'en privé, mais non seulement parce qu'il parle comme un voyou, mais parce qu'il en est un, dont les propos privés, très immatures, très grossiers, démentent l'image de raison, de réflexion qu'il essaye de donner. Et il a suffi d'enregistrer 3 conversations de campagne électorale pour s'en convaincre. C'est un véritable ado mafieux qui défie le boss en permanence. Mais je vais vous dire, il va lui arriver ce qui guette tous les prétentieux qui ont essayé de s'affranchir de la mafia, laquelle avait fait leur fortune. Il a été placé au pouvoir par un système qui se moque totalement de sa personne et qui est prêt à le balayer s'il en fait trop. Or, il en a fait trop déjà à plusieurs reprises et ça s'aggrave. Les révélations sur les écoutes téléphoniques sont destinées à lui prouver qu'il a intérêt à rentrer dans le rang, mais ça ne suffira plus. Il est orgueilleux, il pense qu'il peut résister aux parrains qui l'ont placé là. Or, c'est une erreur de plus en plus grave. Alors le système doit et va l'éliminer pour que les choses se passent comme les Américains l'ont décidé. L'État profond américain a déjà décidé que le pass sanitaire et tout ça, c'était contre-productif, ça rendait les gens furieux, mais l'autre qui est un malade continue sur sa lancée en disant « vous avez tort », il a fait le même coup quand les chefs d'État étaient réunis à Biarritz il y a une année ou deux, là, et qu'il a essayé de traficoter avec l'Iran pendant la conférence en disant « vous allez voir, j'ai raison, je vais faire un gros coup diplomatique, je vais faire se rencontrer Trump et le ministre iranien. » Et bien, puisqu'on parle de Trump, a dit Vladimir, tu sais que moi je crois qu'il va réussir à prouver qu'il y a eu fraude électorale finalement. Je pense que les précautions américaines
sont en train de se diluer complètement, justement parce que, je parle du virus, justement parce que la vérité est en route et surtout parce que l'armée et les services secrets vont finir par prouver que l'élection a été volée par la Chine. Et là, l'abonné au Monde a essayé de le rabaisser comme d'habitude en lui disant « Mais ouais, c'est ça, il va revenir. » Mais en fait, il n'a aucun pouvoir, mon pauvre ami. Plus personne ne l'écoute, ce type. Vladimir a répondu, en tout cas, pour en revenir au reniflage téléphonique, je suis sûr qu'il a déjà envoyé le message à notre ami Tchoupi, là, à l'Elysée, selon lequel il avait intérêt à la mettre en veilleuse parce qu'on savait des choses à son sujet. Oui, ils vont sortir avant la présidentielle, a dit Léon, qui le confirmait, donc il l'avait déjà dit plusieurs fois, notamment quand on conditionne son élection en 2017, des choses un peu inédites. Là, visiblement, l'abonné au Monde voulait fulminer sur le complotisme et les faux prophètes et tout ça, mais Léon a dit, notre ami a fini de remettre son sac, il veut prendre congé pour aller voir Saint-Jacques-de-Compostelle, et le monsieur en effet nous a salué, nous a remercié parce que j'avais rempli sa bouteille d'eau, et il nous a dit que notre village était bien intéressant et bien joli, et puis il est parti, et là Léon a dit, vous avez le trouvé assez patient ce monsieur à propos de la mort de son fils, mais c'est parce qu'il est très malade lui-même, il a un cancer, et en vérité, je crois qu'il pensait mourir avant lui. Et du coup, comme ses jours sont comptés, il a l'impression qu'il va le retrouver dans pas longtemps. Il en est presque heureux, il avait l'air presque heureux que son fils l'ait précédé. Et là, l'abonné au Monde, qui est vraiment un mauvais bougre, a dit « Ah non, non, tu vas pas nous faire le coup du médium. Moi, j'hésite pas, je te préviens, je vérifie. Attends, je le rattrape et je vais lui demander. » Et il est allé rattraper en effet le type au sac au bout de l'allée qui marchait vers Compostelle avec son bâton pour lui demander... Enfin, j'imagine, pour lui poser la question, est-ce que c'est vrai que vous avez un cancer et que vous êtes condamné? Et l'autre a dû confirmer, parce que l'abonné au Monde est revenu la queue basse en disant que ça ne prouvait rien. Et Vladimir a conclu que si, ça prouvait quelque chose, que quand il parlait de la France, Léon avait vraiment des informations de première main haut placées, et que donc, s'il disait que le pass sanitaire ne franchirait pas le 15 août, il fallait le croire. Et là, Léon a précisé vers la fin de l'été, quelqu'un va tenir le seul discours que le pape aurait dû tenir s'il avait été du côté de l'humanité, de la bonté, de la charité. Que faites-vous des hommes, de leur vie, de leurs aspirations? Pouvez-vous compromettre l'histoire, le destin, l'harmonie de tout un continent en y déversant comme ça des populations sans arrêt qui ne souhaitent que sa ruine? Pouvez-vous étiqueter les gens au nom du commerce comme s'ils étaient eux-mêmes une marchandise? Pouvez-vous renoncer à toute mission morale auprès des plus pauvres? Pouvez-vous mentir et dissimuler sans cesse les laideurs commerciales, la corruption, la mauvaise foi pour ne pas déplaire à la Chine? Ça va durer combien de temps? C'est ça, a dit l'abonné au Monde. Dès le 1er septembre, on rase gratis. En tout cas, a dit Vladimir, dès le 1er septembre, certains vont commencer à raser les murs. Mais t'en fais pas, tu pourras toujours jouer au boule avec Véran dans la cour de la prison. À bientôt, merci.